Ah, t'es là. Coucou Marine, je vais te valider. Super. Bonsoir. Bonsoir Marine. J'ai eu un petit peu ça a été un peu compliqué pour me connecter, mais Ah ça y est. bah oui. Bah Ça pareil, fonctionne. moi aussi, je me disais c'est bizarre, je galère. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui particulièrement, même mes rendez-vous, là, c'était un peu compliqué aujourd'hui. J'espère. Bah oui, j'ai même pas su. T'as reçu mon mail ou pas pour Bah pouvoir non, être là? mais J'ai pas, je me suis dit. Ah, là. Ah ouais, je je me pense suis que dit c'est elle un est pas problème là. de connexion et ouais. Ah ok, bon, Bon, tu c'est vas parti. bien? Bon, de toute façon, on a encore un peu de temps. Ouais, heureusement. Je vais juste mettre deuxième trimestre comme ça. Je suis Tac. pas dans une De ambiance bon. archi éclairée, mais j'espère que c'est suffisant. Tu as fait quoi? C'est pas archi éclairé chez moi, donc j'espère que c'est suffisant. Oui, mais je te vois bien. Après, le son, il est bon, ça c'est top aussi. Ok. On t'entend bien, je trouve. Ils me diront si je pense qu'on te voit bien. Ah, ça c'est un petit peu. Ouais, C'est ça bon. revient bien. Bien, Comment et tu vas? toi? Oui. Et là, tu as combien de semaines de grossesse? Je sais plus où j'en suis là. Je suis à 6 7 mois. J'accouche fin, mais je sais plus trop où j'en suis en Tu termes accouches de. le 20 janvier? Ça s'est coupé. Ah oui, j'accouche mon terme c'est le 21 janvier. Donc Ah, je sais pas où j'en suis exactement, mais 6 7 quelque chose comme ça. ouais. Je vais enlever les commentaires comme ça. Je vais juste désactiver les commentaires et comme ça, vous allez pouvoir. On va pouvoir voir Marine. Parfait. C'est ce que je me disais. Je me rappelais que tu étais dans cette zone-là. Je l'avais retenu le 20 janvier, mais on aura le temps d'ici là de faire un cours. Je vais te proposer une petite citation pour ouvrir notre moment d'échange. Et puis tu me diras ce que tu en penses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser une question, comme ça on pourra y répondre avec Marine. Il y a la petite boîte avec le petit point d'interrogation. Donc n'hésitez pas à mettre tout ce que vous voulez dedans, que ce soit des questions, si vous êtes d'accord, si vous avez des idées, des choses qui vous viennent. On répond vraiment avec grand plaisir. N'hésitez absolument pas. Ce sera disponible en replay, parce qu'on sait qu'avec Marine, que c'est souvent des fois le moment charnière entre les enfants, les trucs, tout ça. Donc le replay sera dispo pour celles qui le souhaitent, il n'y a vraiment pas de souci. Alors, ta petite citation. L'acte de naissance est un acte d'amour entre la mère et l'enfant. Une jouissance douloureuse pour l'un et pour l'autre. L'acte de naissance est un acte d'amour entre la mère et l'enfant. Une jouissance douloureuse pour l'un et pour l'autre. C'est Dominique Blondeau qui a écrit cette citation. Est-ce qu'elle te parle? Ouais. Pardon, parce que justement en préparant un petit peu ce que j'avais un peu à évoquer sur le second trimestre. Moi, en naturopathie, c'est vrai que souvent le moment, et puis moi, même personnellement, il y a un petit peu ce regain d'énergie et où souvent je dis, bah, il faut commencer à préparer. En fait, c'est le moment pour pouvoir préparer un peu la naissance et le postpartum. Et c'est vrai que ce second trimestre, j'ai commencé à me mettre dans cette naissance qui n'est pas toujours si évidente que ça. Ah, Et parce que c'est un moment qu'il faut retraverser, qui est pas. C'est quand même une sorte de rite de passage. Et comme tout rite de passage, c'est pas hyper. Ça peut être hyper apaisé et hyper facile, mais c'est pas ouais, toujours le cas. tout à fait. Donc voilà, donc ça, c'est vrai que je vois très bien. Alors, le terme jouissance aussi m'interroge beaucoup aussi, parce que j'entends, moi, c'est clairement pas du tout ce qui s'est produit chez moi, mais Ah, j'entends quand même. Ouais, ça coupe, hein. ouais, ça Ouais, coupe un peu. ça Tu es coupe. en 4G? Tu t'es mise en 4G du coup? Ouais, je suis en 4G. Ouais, on Ouais, je t'entend reviens bien, la des fois dernière ça fois, coupe, mais je ouais. sais pas pourquoi. Attends, je réessaye un truc, j'essaie de me déconnecter, de me reconnecter. Eh ben, ouais, c'est en train de recharger. Est-ce que c'est bon? N'hésitez pas à poser vos questions, les filles, hein. N'hésitez pas. Dis-moi, là je t'entends D'accord. là, c'est bon. Bon, on va voir. J'ai déconnecté et reconnecté, on va voir. Hmm. Et ouais, donc non, c'est vrai que c'est des récits de naissance. Voilà, parce qu'en fait, le terme jouissance, bon, mais il y a le côté presque orgasmique que quelque part pourrait tout attendre.
Donc moi, là, en ce moment, je travaille beaucoup sur les conditionnements mentaux liés à la naissance. Quel est comment dire, le récit que j'ai pu avoir de l'accouchement et quel est le récit que je m'en fais aussi pour me préparer. Et puis aussi la jouissance, c'est aussi, enfin, quand on parle d'une jouissance, c'est qu'on peut utiliser, par exemple, un chemin. On a une jouissance sur un chemin, une jouissance. Eh bien, il y a aussi ce côté-là où, dans le second trimestre, je trouve que le bébé a vraiment fait sa place dans notre corps. Il y a certaines choses qui se sont un peu apaisées. On sait qu'à la fin de la grossesse, ça va être un peu plus compliqué dans ce partage, dans cette cohabitation. Mais il y a une petite phase de belle cohabitation où c'est un peu plus facile. Et donc, quelque part, oui, l'enfant jouit du corps de la mère et il peut, entre guillemets, s'y lever et prendre toute sa place. Et la mère aussi peut de nouveau aussi jouir de ce corps qu'elle retrouve un petit peu, son corps à elle, tout en ayant ce bébé à l'intérieur d'elle. Et elle peut aussi jouir de la présence de son enfant plus facilement, il est plus présent. Donc voilà, j'entends les deux sens du mot jouissance. Et c'est vrai que ça me parle pas mal. Ouais, c'est pour ça que je trouvais cette citation assez belle parce qu'elle met vraiment les deux mots en parallèle, hein. Jouissance et douleur, mais en fait, on est vraiment dans ça. Et comme tu disais, ça se matérialise. On est déjà avec la deuxième échographie qui va se faire entre 21 et 24 semaines. Là, on va aller vraiment rechercher la morphologie du bébé, voir s'il n'y a pas de pathologie. Je trouve que du coup, là, celles qui sont craigneuses, qui ont peur, en fait, elles commencent déjà à se dire, ouf, c'est bon, enfin, je peux enfin, comme tu disais, jouir de ma grossesse, me dire que, ok, tout, ça se passe bien et m'approprier ce corps. Et comme tu parlais tout à l'heure des conditionnements mentaux, en fait, c'est aussi la période où on va avoir des dépressions. S'il y a une dépression anténatale, c'est souvent dans cette zone-là parce que enfin, waouh, on prend vraiment dans la figure le fait que là, c'est fini, on peut plus, tu vois, partir, enfin, faire semblant quoi. Le ventre prend la place, et la société voit, et c'est vraiment la période charnière en fait. Cette période-là elle est très comme ça. Et c'est aussi un moment, le deuxième trimestre, où on va avoir des menaces d'accouchement prématuré. Parce que justement, le corps change d'un coup. Enfin, tu vois, on passe du ventre de bière. Ah, elle a un petit peu de ventre. Oh. Et c'est la zone où moi, à mes mamans, je vais beaucoup conseiller de prendre une semaine de vacances, de se reposer parce que l'utérus va vraiment se gorger de beaucoup de sang. Il va y avoir une augmentation de l'afflux sanguin aussi. Enfin, donc toutes ces modifications qui ont besoin d'un tout petit peu de repos. Donc tu vas nous en parler là en naturopathie aussi pour que la maman puisse continuer à nourrir cet utérus et ce bébé, justement le placenta qui se forme un peu plus. Enfin, donc c'est assez passionnant. Cette partie-là. Et c'est vrai que moi, dans mon expérience personnelle, là, pendant ce second trimestre, j'ai pas mal carburé au boulot parce que je me suis dit, bon, je prends toute l'énergie que j'ai pour faire plein de choses. Et effectivement, j'ai eu des saignements. Et alors, j'ai pas eu une modification du col ni rien, mais voilà, il y avait quand même une petite... et effectivement, je contractais beaucoup également. Et je me suis fait une petite... Ah, faut peut-être que je lève le pied un petit peu. Alors, j'ai eu tout ça et j'ai eu beaucoup de mal à lever le pied. Et en fait, l'univers m'a envoyé un truc que j'avais pas prévu du tout. C'est qu'on a attrapé le Covid. Ah, bah oui, c'est vrai. Il y a 3 semaines, voilà, c'était juste avant les vacances de Noël. En fait, on a été cas contact, donc on s'est tout de suite confinés. Et puis très rapidement, mon mari a été positif et a développé des symptômes. Et moi, je n'en ai pas développé, mais je sentais que j'étais très très fatiguée. Et en fait, j'ai été obligée, avec mon mari plus les enfants à la maison, c'était les vacances scolaires, d'annuler tous mes rendez-vous, tout. On était déjà en plus un peu en pré-confinement. Oui, tout annulé. Et on a passé notre temps dans le canapé, dans le lit, à faire des trucs hyper cool et tout. Et j'étais vraiment très très fatiguée. Donc je pense que je l'ai quand même eu. J'ai été testée 2 fois négative. Mais je pense que je l'ai quand même eu parce que j'ai perdu le goût et l'odorat. Ah bah oui, ouais, effectivement, on le dit, hein, les sérologies peuvent être négatives et on a les symptômes parce que des fois l'anticorps, on ne le matérialise pas. Ouais, bah oui, donc tu vois, t'as vraiment eu le corps au stop, quoi. Ouais, et en fait, je me suis dit, bon, quelque part, j'ai arrêté de contracter. J'ai eu des petits, effectivement, les modifications de sang,
comment dire, de doses de sang dans différentes parties du corps. Et là, cette phase où tu en as beaucoup dans l'utérus, je l'ai beaucoup ressenti, notamment la nuit, avec un petit peu de tachycardie ou un petit peu d'apnée. Ouais, tout à fait. Et c'est passé. Alors, il y a aussi le petit truc aussi, c'est que je me rends compte les jours où je porte beaucoup le masque, j'en ai un petit peu la nuit. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est un retour d'autres femmes enceintes ou pas. Si, mais c'est pour ça que j'ai fait ce post justement en disant que le masque, c'était pas terrible déjà pour les enfants et les femmes enceintes parce qu'en fait, il y a une forme d'hypoxie qui se crée. On réinspire l'air qu'on est en train d'expirer, donc il y a une forme d'hypoxie et c'est souvent le soir, la nuit qu'on va le sentir. Et dans l'article, c'est ce qui était assez intéressant, il disait aussi le sage-homme, le sage-femme homme, qu'en fait, c'est pas, sur le coup, on s'en rend pas compte parce qu'on est dans le feu de l'action. C'est comme tout. Quand on vit une émotion, bon, on prend l'émotion, on la gère, bah, hop, ça monte, j'ai suivi de fait des larmes, c'est bon, machin, mais en fait, on l'a juste tassé. Et donc, c'est juste après. Et on a beaucoup de femmes qui ont des douleurs au corps, enfin, des difficultés à récupérer des cicatrisations, tu vois, de périnée, parce que tout ça, l'hypoxie, elle va vraiment aller, les tissus vont être stressés, donc ça va créer un espèce de stress inflammatoire qui est pas terrible, en fait, pour la maman, quoi. Donc, ça ne m'étonne absolument pas que tu aies de la tachycardie en fin de journée, en ayant le masque. C'est quelque chose que j'ai jamais eu et vraiment, je vois la corrélation les jours où c'est moi qui amène les enfants à l'école, par exemple, et que j'ai le masque, et les jours où j'ai pas mis de masque. Rien à voir. Donc, c'est vraiment quelque chose où, voilà, je me pose la question, ça fait quand même réfléchir, surtout ce qu'on impose aux femmes enceintes. Actuellement, aux enfants aussi qui sont en plein développement. Voilà, c'est quand même pas évident. Alors évidemment, je suis pas du tout contre et il faut se protéger. Oui, il faut se protéger, pareil. Mais voilà, en tout cas, si on a la possibilité d'éviter de le porter trop voilà, si on peut être beaucoup chez soi et pas faire beaucoup, voilà. Mais en même temps, on a envie de bouger, on a envie de sortir, et pas peur de liberté. Mais voilà, et c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée parce que pour la première fois, moi, en gros, c'est la première grossesse. C'est ma troisième. C'est la première grossesse où je sens que mon corps est un peu plus fragile qu'avant. Et où il y a un peu plus des symptômes. Et ça, je ne l'avais pas du tout vu venir. Et c'est pas évident à vivre quand on a toujours un corps qui répondait à l'appel tout le temps. Mais quelque part, c'est un rappel aussi qu'il faut en prendre soin. Et je sais que voilà, en tant que naturopathe, je suis un peu la cordonnière la moins bien chaussée et que parfois je ne suis pas les recommandations que je préconise aux autres. Mais c'est vrai que c'est un moment où malgré ce regain d'énergie, ben, il faut lever le pied. Ou alors l'univers nous envoie un petit Mais en fait, c'est vraiment, on retrouve dans la description, c'est un petit peu comme quand j'ai des mamans qui veulent avoir des enfants, souvent je travaille avec eux sur les cycles menstruels, mais sur la non-résistance. Quand l'ovulation est passée, on a besoin de commencer à laisser le corps se reposer, mais en même temps, on est plein de vivacité, tout ça, et on est dans une phase de résistance. Et en fait, c'est un petit peu ça dans cette deuxième partie de la grossesse, c'est qu'on se sent enfin, les règles sont passées, l'ovulation est passée, oh là là, allez, j'y vais, mais en même temps, maintenant, enfin non, il faut commencer à être dans quelque chose de lent, aller chercher les bercements, aller à poser la respiration, parce qu'après, ça va plutôt vite. Et on va vraiment retrouver cette phase du cycle, puisque quand le bébé va arriver, on va plus être bien, on n'aura plus envie de manger, on va avoir envie de s'isoler, mais en fait, c'est parce qu'on est en train de rentrer comme ça dans la phase pour aller accoucher, quoi. Donc, la nature est bien faite, on s'entraîne en fait tous les mois quasiment, tous les 28 jours ou les 35 jours en fonction de la durée du cycle, à être dans ces petits mouvements, en fait, avec son corps. Mais t'as raison, les coordonnées sont bien moins chaussées, parce que j'ai fait aussi une menace d'accouchement prématuré sévère, et aujourd'hui, je sais que dans les cours que je donne en ligne, enfin, tout ce qui m'a vraiment aidé, tout ce que j'ai pu pas bien faire, tout ça, c'est vraiment des conseils que j'essaye de donner au maximum parce que c'est une phase assez très très importante. On va retrouver des risques de menaces d'accouchement prématuré sévères. On va retrouver aussi, par exemple, des saignements, des microrragies, comme tu disais. On va retrouver des bébés qui vont peut-être infléchir leur croissance. Donc, c'est un petit peu la période où on a à prendre soin de soi. Je ne sais pas si tu as fait toi, merci pour les cœurs, c'est très gentil. Je ne sais pas si tu as fait toi l'HPO, tu sais, l'hyperglycémie provoquée à jeun, parce que c'est quelque chose qu'on va aller aussi surveiller chez la maman, avec ou pas facteur de risque. Est-ce que tu l'as, toi, fait? Je l'ai fait pour mon premier bébé. J'ai très très mal vécu.
Et n'ayant pas de facteur de risque, moi je ne savais pas que c'était pas obligatoire la première fois. Non, c'est pas obligatoire, tout à fait. Et en fait, ma gynécologue, parce que j'étais suivie de manière plus médicalisée pour mon premier, et je n'étais pas suivie en libéral par une sage-femme. Donc j'ai fait le suivi et en fait, elle me l'a imposé. Elle ne m'a pas du tout dit que c'était pas obligatoire. Donc je l'ai fait. Je l'ai très très mal vécu et bébé aussi. C'est-à-dire que donc j'ai bu ce sirop de glucose là et puis je me suis sentie vraiment pas bien du tout, j'avais très envie de vomir, on m'avait prévenu si j'allais vomir que je le reprenne, je m'accrochais et puis en fait j'ai senti mon bébé partir dans tous les sens, bouger comme un fou et après pendant 24 heures il n'y avait plus de mouvement, donc ça m'a fait une énorme angoisse. Parce qu'en fait je pense qu'il avait été shooté au sucre. Oui, au-dessus, tout à fait. Et ça lui avait pas du tout plu. Et en fait, j'ai beaucoup angoissé de ce truc-là. Et donc, lors de ma seconde grossesse, j'ai su en fait que c'était pas obligatoire. Et j'ai demandé juste à ma sage-femme si elle pouvait me faire une glycémie postprandiale. Et je me suis fait un bon gros repas. Et je suis allée faire ma prise de sang derrière parce que j'avais pas particulièrement de facteur de risque. Et là, cette fois-ci, elle me laisse complètement tranquille. J'ai même pas à faire une glycémie postprandiale. J'ai pas de facteur de risque particulier. À partir de 36 ans, c'était obligatoire, par contre. Oui, c'est ça. Mais j'en ai 32. C'est là, voilà. Ouais, nickel. C'est ça, c'est les facteurs de risque maintenant. Ça va être le poids, le surpoids, l'indice de masse corporelle, les antécédents. Voilà, c'était qu'on a eu un diabète dans la famille ou même soit avec les premières grossesses, là, on va vraiment refaire cet HPO. Mais des fois aussi, on peut proposer la glycémie à jeun et elle suffit déjà à dire si on a un terrain à risque en fait du diabète gestationnel. Après, ce qui est très intéressant, parce que souvent les mamans, on va beaucoup se dire, c'est bon, j'ai un diabète gestationnel qu'on peut du coup insuliner ou pas insuliner. Ça, tu nous parleras de l'alimentation. Donc, quand on a un diabète gestationnel qui est insuliné, c'est pareil, il faut faire attention à l'alimentation. Mais on peut avoir un diabète gestationnel qui n'est pas insuliné, où on va surveiller quand même les glycémies, notamment celle postprandiale, parce que c'est celle-là qui intéresse pour savoir si on arrive vraiment à métaboliser le sucre. Et en fonction de ça, voilà, vous allez avoir avec un diabétologue ou pas. Ce qui est là intéressant, peu importe en fait si on est enceinte et qu'on a un diabète gestationnel ou pas, ce qui va être intéressant, c'est de savoir qu'en fin de grossesse, toutes les femmes vont développer ce qu'on appelle une hyperinsulinémie, une insulinorésistance qui est un peu liée au stockage, qui va aider la maman à garder des graisses, tout ça. Mais donc là, l'alimentation va être hyper intéressante, qu'on ait une hyperglycémie, qu'on ait un diabète insuliné ou pas du tout de diabète. Et c'est pour ça que les conseils de Marine vont être intéressants pour toutes les mamans, parce que si vous mangez de manière adéquate, le postpartum va être encore meilleur et vous allez moins avoir cette grosse prise de poids. Quand je parlais de cette insulinorésistance qui va faire qu'à la fin du dernier trimestre, on prend d'un coup 10 kilos. Il y a beaucoup de femmes comme ça, je sais pas si tu en as, souvent le dernier trimestre, j'ai pris 10 kilos d'un coup. En fait, ça se prépare déjà dès le deuxième trimestre de grossesse. Exactement. Et c'est vrai que même souvent ce que je dis, alors quand il y a un diabète avec besoin d'insuline, c'est un peu différent. Mais pour un diabète gestationnel qui n'a pas besoin de prise d'insuline, quelque part, les recommandations alimentaires, c'est à peu près les mêmes que celles que je recommande de toute façon pour tout le monde, qui est diabète ou pas. Donc, en fait, c'est pour ça que autant se mettre dans ce mood-là dès le départ. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des écarts, ça ne veut pas dire qu'il y aura que les à côté ne sont pas autorisés. Mais ça veut dire que déjà, on se met une petite ligne de conduite et on choisit des aliments qui vont qui vont moins produire de pics glycémiques. Donc, on va essayer de suivre ce qu'on appelle le régime alors pas un régime restrictif, mais un régime à index glycémique bas. Et en fait, c'est assez simple. C'est des aliments entiers, c'est des aliments complets, des légumineuses complètes, des céréales complètes. Donc, si j'adore les pâtes, je prends des pâtes complètes, bio, parce que du coup, si c'est complet, il faut absolument que ce soit bio. Si j'adore le riz, je prends du riz semi-complet ou complet. Je pense, alors c'est pour ça que ça, on en parle beaucoup en consultation en naturopathie, c'est comment je fais les bonnes associations. Avec, si par exemple j'adore les galettes de riz qui ont un index glycémique hyper élevé, donc pas bon du tout, je peux m'en autoriser en mangeant un fruit avec une purée d'oléagineux par exemple,
Donc, je vais avoir des bons gras, des fibres complètes, je vais avoir des protéines. Et ça, ce petit package, eh ben, il a un index glycémique global Bah, beaucoup plus bas. Donc, je peux me faire quelque chose. Si j'adore les pâtes blanches aux œufs, bah, je vais mettre la dose de légumes avec, et une bonne huile d'olive, et puis un peu de protéines, végétales ou animales, et je vais réussir à baisser. Donc voilà, ça se réfléchit, c'est global. Ça va être sur un repas, ça va être sur ma journée, ça va être sur ma semaine. Moi, ce que je recommande souvent, c'est d'avoir à portée de main tous les petits encas à IGBA possibles. Parce que comme ça, on va pouvoir aller piocher quand on a un petit creux ou quoi. Et on va pas sauter sur les bonbons ou les gâteaux industriels ou le pain blanc de mie avec la pâte à tartiner. Ça va être, voilà. Donc, en fait, il faut prévoir. On sait qu'on va avoir des petits écarts. On sait qu'on va avoir un petit peu faim, surtout le dernier trimestre, etc. On va avoir une augmentation de besoins. Mais au moins, on va les sélectionner pour pas que ça fasse ce pic de glycémie. Et en plus, ce qui est vraiment fondamental, c'est qu'on le sait, quand il y a un pic de glycémie, donc un pic de sucre dans le sang, notre pancréas réagit, enfin notre corps réagit et demande au pancréas de synthétiser de l'insuline. Donc l'insuline arrive. L'insuline, c'est la petite clé qui fait entrer le sucre dans les cellules. Sauf qu'en fait, quand c'est la panique, quand c'est le rush, elle en fait rentrer trop. Et donc, on se retrouve en hypoglycémie réactionnelle automatiquement. Et donc, on a de nouveau une fringale. On peut avoir des migraines, on peut avoir de la tachycardie, on peut avoir des malaises. Et on passe notre temps à faire ça. Et en plus, on stocke. Oui, en stock. On fragilise son pancréas. Donc voilà, tout est néfaste là-dedans, le cercle vicieux. Donc il suffit de repartir dans l'autre sens, d'avoir par exemple un petit déj un peu plus protéiné et on stabilise la glycémie. On peut mettre de la cannelle aussi, ça stabilise la glycémie. Il y a plein de petites astuces comme ça. Non, mais c'est exactement ce que tu dis par rapport à ce yo-yo qui, en temps normal, on peut faire attention, mais avec la grossesse, comme tout est déjà modifié, on sait pas trop ce qu'on a, tu vois. Les mamans, des fois, elles vont être un peu fatiguées. Hop, on va prendre du sucre. Il y aura une montée d'émotions avec des pensées, des noires, hein, ça peut aussi arriver. On peut se réveiller la nuit, avoir peur. Hop, on va prendre du sucré. Et en fait, on se retrouve vraiment à faire ça et on entretient cette risticité dont tu parlais sans s'en apercevoir. Et du coup, on va favoriser le stockage. Et c'est là que ça va être très intéressant parce que c'est un deuxième trimestre où, même si on a de la vitalité, cette vitalité-là, ça a intériorisé. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que je fais pour rester en forme? Donc là, le sport, une activité physique va vraiment être hyper intéressante. Il y a des chiffres qui disent qu'en fait, il y a facile plus d'une femme sur deux qui arrête l'activité physique pendant la grossesse. Dès qu'elles sont enceintes, elles arrêtent. Et ce qui est un petit peu du coup délétère parce que ça joue beaucoup les activités physiques sur cette régulation de l'insuline et ce stockage en fait de graisse qu'on peut avoir. Hein. Donc ouais. Mais on sait que même sur une personne pas enceinte, le diabète, la première chose d'hygiène de vie à modifier, avant même l'alimentation, c'est l'exercice physique. Ouais. On sait que ça a un impact incroyable, justement, parce que le muscle va carburer avec du glucose et il va permettre de limiter la résistance des cellules à l'insuline. Et c'est vraiment hyper important. Donc, c'est la première chose à garder aussi pendant la grossesse. Et surtout, si on a un peu ralenti pendant le premier trimestre parce qu'on n'était pas bien. Par exemple, moi, pendant cette grossesse-là, j'ai quasiment rien fait parce que j'étais pas très bien. Et j'y arrivais pas. Eh bien, je me suis dit, bon, deuxième trimestre, par contre, je m'y remets. Alors, ça n'a pas été hyper évident parce que quand ça fait 3 mois, et qu'en plus on a ce ventre et tout, il y a des choses qui sont à adapter. Mais on peut aussi se faire accompagner pour remettre un peu de mouvement dans sa vie au quotidien, pour retrouver les petits mouvements qui font du bien, pour refaire un petit renforcement musculaire. Alors moi, c'est vrai que je sens que j'en ai besoin dans mon corps, de bouger, de dérouiller. Et puis en plus, je sais, vraiment par expérience, que le jour de l'accouchement, c'est tellement un marathon que si j'ai pas les muscles pour, c'est beaucoup plus dur. Donc, et d'ailleurs, il y a une fonte musculaire après l'accouchement qui est incroyable. Ouais, on n'en parle pas c'est vrai que moi, à ce moment, les cours, je vais beaucoup travailler, les cours sont un peu axés sur le travail. Souvent, elles sont là, les mamans, oh, mais j'ai des courbatures et tout. Et je dis, mais oui, mais il faut, quoi. C'est très ciblé. On va vraiment muscler les muscles du bassin. Après, on va aller sur le dos, les bras. On a besoin de cette musculature, en fait, vraiment,
et sans forcément aller chercher des activités de fou, quoi. Enfin, une bonne pratique de yoga, des petits haltères, des choses où on va travailler vraiment en concentrique avec le muscle pour le sentir et pas chercher des choses de la souplesse. C'est pas du tout ça, quoi. Mais Oui, et puis c'est vrai, en naturopathie, on dit qu'un muscle sain, c'est un muscle qui sait à la fois se contracter et se décontracter. Et donc, c'est important dans une pratique sportive de travailler les deux axes parce que le jour de l'accouchement ou au postpartum, ça va vraiment beaucoup aider de savoir contracter et décontracter. Et tant qu'on n'est pas dans une pratique physique, ben on peut ni faire l'un ni faire l'autre. Non, non, non. Et puis, on ne sait même plus le faire. Parce qu'en fait, au final, dans ton quotidien, et on disait ce deuxième trimestre où on se sent un peu bien, on commence à faire plein de choses, il y a beaucoup de personnes qui savent pas qu'ils sont stressés, qui savent pas qu'ils ont un état de stress permanent, qui sont contractés. Et effectivement, c'est un véritable challenge dans le cours. Moi, je sais que des fois, je vais mettre un quart d'heure pour être sûr que tout le monde s'est relâché, que je vois que le bassin respire pour aller chercher des postures de force. Enfin, de force. Des postures où on va aller contracter le muscle pour le nourrir, quoi. Et il y a des études qui sont très intéressantes là-dessus, qui expliquent vraiment que si on veut, une femme enceinte veut refaire une activité physique, c'est bien de rester entre 30 et 45 minutes maxi. Et qu'en fait, le bébé, quand une maman va faire par exemple du vélo, sachant que la course à pied, si vous en faisiez avant, est encore conseillée, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais quand vous finissez votre activité physique, c'est très important de garder 10 à 20 minutes pour que le bébé descende aussi ses battements de cœur. Parce que lui, il va monter aussi en flèche avec la maman qui va monter. Donc, pour se surveiller, en général, on dit entre 135 et 160 battements maxi. Faut pas dépasser ça, c'est même 150. Et bébé, en fait, lui, son rythme cardiaque va aussi monter. Et si on est quelqu'un de très speed et qu'on finit son activité physique et qu'après, derrière, on continue encore à faire des trucs, on ne s'arrête pas, ben, ça va refaire ce dont Marine parlait tout à l'heure. On va reconsommer du sucre parce qu'on n'a pas reposé le corps. Le corps va rester en debout là, elle va se pousser, et le bébé va recevoir cette quantité de sucre. Et on va continuer à entretenir comme ça le cercle vicieux. On va dire, mais c'est bizarre, quand on fait une activité physique. Mais voilà, on réentretient ce truc en fait. Exactement. Et c'est vrai que on a besoin de, je sais plus si on en avait parlé la première fois, mais une fois qu'on a stimulé le système nerveux sympathique, de restimuler dans l'autre sens le parasympathique. Et c'est pour ça d'ailleurs que même en règle générale, sans parler d'être enceinte, en yoga, on a cette posture de Shavasana à la fin qui est longue pour vraiment faire tout redescendre en pression. Et que voilà, pendant la grossesse, je ne sais pas pourquoi. Je t'entends passer un peu, tu fais. Ouais, c'est bon. Ouais, je te laisse parler 2 petites secondes. Je vais essayer de rebrancher mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi il ne charge pas alors qu'il devrait charger. Donc, donc j'arrive. Ok, ça marche. Je vais prendre les questions si vous en avez, n'hésitez pas. Comme ça, Marine, elle va. Alors, j'ai ça. Je vais mettre la question. On la reposera, Marine, tout à l'heure. Bonsoir les filles, je suis en PMA et en surpoids. Avez-vous un livre à me conseiller pour les indices glycémiques bas? Il y en a pas mal. Céline, je pense que c'est ça ton nom. Elle revient, Marine, j'arrive. Désolée, je fais ma petite bidouille là. Non, t'inquiète pas. Voilà, c'est bon, ça a l'air de. C'est pas le bon câble. On va te répondre après, Céline. N'hésitez pas, les mamans, si vous avez des questions sur le diabète, enfin, les indices glycémiques, tout ça, comme ça, après, on pourra passer à autre chose. Il y a le livre de Megalo Food qui est très bien, qui est spécialisé sur les index glycémiques bas, avec pas mal de recettes. Donc ça peut être intéressant. C'est Megalofood. Ah bah, je vais noter. Megalo Food. Voilà. Je vais mettre sur. Megalo Food, c'est Ella Agege, l'auteur, et son compte Instagram, c'est Megalo Food, et son livre, c'était Megalo Food aussi. Ah, en plus, il a un compte Insta. Donc voilà, Céline, les autres moments, vous avez la réponse comme ça. Ce sera plus. Après, je sais qu'il y en a pas mal. Souvent, tout ce qui est alimentation aussi anti-inflammatoire, ça va vachement aider parce qu'on est beaucoup dans la réduction comme tu veux être enceinte, du coup, Céline, ça va pas mal t'aider pour pouvoir aller enlever s'il y a une inflammation de bagarre due à ton surpoids. Ça va vachement aider aussi ça, de travailler en complément comme ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Voilà, Marine est revenue. Et même, quand on est en PMA aussi, on a beaucoup de traitements. Et ça peut être intéressant d'être suivi par un naturopathe pour voir comment on fait en sorte, par exemple, de soutenir le foie quand il y a eu une grosse charge hormonale, par exemple. Parce que ça va vraiment aider
quand la grossesse sera là, à pas avoir des symptômes horribles au début. Ça va aider à mieux gérer la glycémie derrière. Voilà, il y a plein de choses. Le foie est quand même un organe vraiment fondamental. Il faut en prendre soin. Et c'est vrai que quand on est en traitement, en PMA par exemple, eh bien, ça peut être très très lourd pour le foie. Et il faut, alors aussi symboliquement, tout ce qui est lié au sucre et à la glycémie, ça peut aussi avoir un rapport avec une croyance limitante, par exemple, qu'on est en danger. De base. Et souvent, je le corrèle avec le surpoids parce que souvent, des personnes en surpoids qui ne savent pas pourquoi elles sont en surpoids ou elles sont forcément... Alors, il y a parfois de l'hyperphagie ou parfois pas. Mais en tout cas, elles stockent beaucoup. Eh bien, souvent, en naturopathie, moi, ce que je propose, c'est de commencer à voir un peu l'histoire émotionnelle aussi et voir à quel moment la personne a pu avoir eu besoin de se sécuriser. Et donc, elle s'est sentie stressée. Donc, son corps, il est en mécanisme. Et bien, si je suis stressée, c'est qu'il y a un risque, une famine ou quelque chose. Donc, je vais stocker au maximum. Donc, c'est en fait le corps qui essaye de protéger la personne, de protéger l'organisme en stockant au maximum. Donc, comment, si jamais je suis sur ce modèle-là de stress, ben, comment je fais pour rebasculer et faire comprendre à mon organisme que je suis en sécurité, que tout va bien. Et aussi, parfois, émotionnellement, on a pu aussi nous dire, ou même nous-mêmes, on s'est dit, il faut que je sois forte, il faut que je tienne le coup. Et quand on se dit ça, il faut que je sois forte, eh bien, ou il faut que j'en impose, ou il faut que je sois visible, il ne faut pas qu'on m'oublie, par exemple, quand il y a des enfances parfois compliquées, ou une relation aux parents compliqués, ou, voilà, ou des choses de ce type-là, eh bien, pareil, on peut détricoter ça et redonner une croyance, enlever cette croyance limitante qu'il faut être absolument forte et imposante. Et en fait, assez rapidement, le corps lâche ses bagages parce qu'il n'en a plus besoin quand il sait qu'il est en sécurité. Donc, il y a le côté stress et il y a le côté sécurité. Non, mais c'est exactement ce que tu dis. Enfin, je trouve ça assez, ça me parle aussi parce que au deuxième trimestre, on va vraiment retrouver ces mécanismes de protection de mon enfant. Maintenant, il est viable. Et ben, en fait, la maman va se mettre dans un état et souvent, elle devient même exécrable avec le conjoint. Hein. Ils disent ça clairement. Et puis, il y a une espèce, souvent dans le couple comme ça, au deuxième trimestre, une hyper protection qui se crée. Et les hommes, du coup, ils sont au taquet pour aller chercher tout ce que la maman veut manger parce que, comme tu dis, c'est vraiment ça. Il faut protéger quelque chose. Et après, ça va résonner avec notre histoire. Comment est-ce qu'on se sentait à notre place? Est-ce que la société accueille bien ce côté je suis enceinte? Et c'est vraiment pour ça que je disais en début de grossesse, même si on ne fait pas une vraie dépression, cette deuxième partie de grossesse, en fait, ça peut être un peu compliqué pour certaines mamans. Et c'est très intéressant souvent d'aller pouvoir corréler les émotions avec les sensations qu'on a, que ce soit alimentaires, ou juste physiques, comment est-ce qu'on se sent vraiment, et pas rester, comme tu dis, dans ce côté de résistance, d'imposition, mais tiens, je suis enceinte, bah, apparemment, il faut que je sois belle, souriante, je peux pas en parler, et du coup, j'empile, et puis 6 mois après l'accouchement, on est là, boum, il y a une espèce on retrouve quelque chose qui est pas terrible. Et c'est très intéressant parce qu'on retrouve beaucoup de douleurs pelviennes aussi à partir du deuxième trimestre. Toutes ces douleurs pelviennes, ils estiment à plus de 35% les femmes qui vont avoir des douleurs pelviennes chroniques et qui vont durer jusque 14 mois après la naissance. Donc tu vois, ça va vraiment, c'est un trimestre en fait et on sait que le bassin, c'est un peu les émotions, et tu es en train d'en parler. Donc c'est une zone assez précieuse à prendre en compte. Et à côté de ça, il y a les mycoses dont on n'a pas parlé. Est-ce que toi, c'est les parties deuxième trimestre, souvent les mamans ont beaucoup de mycoses qui s'installent. Et pareil, ça, c'est aussi dans l'alimentation, quoi. Ouais. Alors pareil, c'est dans l'alimentation. Pareil, en fin aussi de grossesse, ça va être avec ce sang plus sucré qui est là pour bébé, pour qu'il prenne plus. Donc c'est aussi, ça nourrit. S'il y avait une flore un petit peu déjà déséquilibrée, bah, ça va venir la nourrir encore plus fort et les levures vont prendre leur envol et prendre le dessus sur tout le monde. Et du coup, on a des mycoses. Et c'est compliqué parce qu'en fait, au niveau des mycoses, alors il y a certains traitements médicamenteux autorisés pendant la grossesse, mais on peut tomber rapidement dans un cercle vicieux, c'est-à-dire j'éradique toute la flore
Donc ça va mieux pendant quelques jours, mais comme au niveau de mon sang, il est toujours sucré, au niveau de mes émotions, c'est encore un peu compliqué au niveau de mon alimentation également, eh bien, je vais renourrir ces quelques petites levures résistantes qui vont reprendre le dessus et ça va être de pire en pire. Et on va se taper des ovules d'antibio sur ovules antifongiques. On va se les taper toutes les 2 semaines parce que ça part, ça revient, ça part, ça revient. Et en fait, on n'a pas atteint la cause du problème. On a éradiqué le symptôme de manière temporaire, mais c'est délétère derrière parce que c'est encore pire au niveau de la flore. Donc, ce que je recommande souvent, c'est d'avoir un petit peu dans les tiroirs, par exemple, des ovules de probiotiques pour un petit peu limiter tout ça et éviter d'aller jusqu'au traitement antifongique, de revoir son alimentation aussi, de prendre certaines choses qui vont permettre d'assainir un petit peu. Alors, on n'a pas le droit à tout pendant la grossesse. On ne va pas, par exemple, prendre d'huile essentielle en interne. Enfin, en tout cas, pas toutes. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut Par contre, il y a quand même des aliments qui vont être intéressants. On peut mettre plus d'ail dans son alimentation, qui est un antifongique très très connu. On peut boire un petit peu d'extrait de pépins de pamplemousse dilué dans de l'eau. Ça, il n'y a pas de souci pendant la grossesse non plus. On va faire attention bien sûr à tous les sucres qu'on prend. Souvent pendant la grossesse, parce qu'on commence à prévoir qu'on va avoir une chute de cheveux, on prend de la levure de bière. Et bien à ce moment-là, on évite, parce que c'est quand même une levure. On va éviter tout ce qui contient de levure, les fromages à croûte fleurie. On va éviter les bières sans alcool parce qu'elles contiennent quand même des levures. Ça va nourrir encore ces levures qui sont déjà un petit peu en domination dans le corps. Donc, il y a plein de petites choses qu'on peut faire comme ça. On a le droit aussi, par exemple, de mettre une goutte d'huile essentielle de titri dans sa culotte. C'est hyper efficace, par exemple, quand on sait, alors en ce moment on est à la maison, donc on a un petit peu moins ce truc-là, mais souvent les femmes vont porter beaucoup de collants pendant les grossesses. Oui, à base de contention aussi. Voilà. On va beaucoup, ou alors des jeans quand même de grossesse, mais du coup il y a rapidement une macération au niveau de la vulve. Et du coup, ça peut, cet environnement humide et chaud, proliférer. Donc, une petite goutte d'huile essentielle de titri dans la culotte, c'est parfait. On peut utiliser des hydrolats également sur la vulve sans aucun problème. Et puis, là, si on est à la maison, on essaye d'aérer la zone entre guillemets. C'est-à-dire que on enlève les collants, on enlève les trucs, on prend des choses larges. Les vêtements et tout. Avec du coton, on dort sans culotte. Il y a plein de choses comme ça. On évite les matières synthétiques. On passe les petites culottes en coton, on les chauffe bien quand on les lave. Et si on peut, on repasse même un petit coup pour être sûr qu'il n'y ait plus du tout de reste de levure sur la culotte. Par contre, je recontamine au fil de l'eau. Donc ça, il y a vraiment plein de petites choses à faire. Donc c'est pas inéluctable du tout d'avoir on n'est pas c'est pas parce qu'on commence à en avoir qu'on va forcément continuer. On peut voir un naturo et avoir plein d'astuces comme ça qui, mises bout à bout, arrivent à non, mais carrément, je vais voir s'il y a des questions, comme ça, après on va aller aux autres sujets. Alors oui, la cohérence dans ça, on va en parler aussi quand on étudie, Marine et moi, dans tout ce qui va être justement quand on a une flore bactérienne, une flore vaginale comme ça, qui est un peu fragile, ou même aussi parce qu'on est très attiré par l'alimentation sucrée, parce qu'on n'est pas bien, toute cette gestion émotionnelle va beaucoup aussi aider. Et la cohérence cardiaque est très intéressante parce qu'elle va vraiment aller, lorsqu'on a une fréquence cardiaque, le rythme des battements du cœur, on va aller jouer sur cette variabilité avec la respiration pour vraiment trouver un espace où tout se pose dans le corps. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le mot. Et en fait, faut la faire au moins 10 minutes à peu près. Souvent on dit 5, mais 5 c'est le minimum. Si vous arrivez à faire entre 7 et 10 minutes, c'est très intéressant parce que la fréquence des pensées va aussi ralentir. Parce que on peut faire une cohérence cardiaque 5 minutes, mais on est en train de tourner encore là-haut. Et la consommation de sucre, elle est beaucoup liée à cet imaginaire qui est énorme, encore plus quand on est enceinte. Il faut absolument pas hésiter à la faire 3 fois par jour et notamment une fois après un repas.
Donc, Marine, comme ça, elle va vous dire aussi si elle a des petites choses Ouais. dedans. Alors c'est vrai que la cohérence cardiaque, moi c'est un outil que j'utilise beaucoup et que je recommande beaucoup parce que ce que j'aime bien, c'est que c'est en fait c'est tout bête et Mm. c'est automatique, ça marche automatiquement. Déjà au bout de 5 minutes de cohérence cardiaque, on voit la descente du cortisol dans le sang, donc c'est l'hormone du stress. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Alors souvent, on me demande, mais je comprends pas cohérence cardiaque. Est-ce que ça veut dire que mon cœur va se mettre au même rythme que mes poumons? Alors pas du tout, c'est pas ça. Mais par contre, les ondes que vont émettre, vont émettre les poumons, le cœur, vont rentrer en cohérence. Et donc c'est comme si ils allaient communiquer ensemble. Et puis il y a aussi quelque chose de fondamental dans la cohérence cardiaque, c'est que on a un nerf qu'on appelle le nerf vague ou nerf pédiastre. Alors, la cohérence cardiaque, pour que ça fonctionne, il faut faut avoir le dos droit. Il ne faut pas être allongé. Il faut être soit debout, soit assise. Et parce qu'en fait, il y a besoin qu'il y ait cette pression sur le nerf vague pour que ce soit complètement efficient. Et ce rythme donc respiratoire, j'inspire sur 5 secondes, j'expire sur 5 secondes, eh bien, il va venir faire mettre le cœur en résonance et il va aussi stimuler le nerf vague, qui est le nerf qui permet d'enclencher le système nerveux parasympathique. La digestion. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai que au niveau des repas, eh ben, si par exemple, juste avant son repas, on fait 5-10 minutes de cohérence cardiaque, déjà, on a calmé le côté compulsif émotionnel de la personne. Exactement. Et en plus, on a permis au corps de synthétiser les bons sucs digestifs. Ça, il ne sait pas le faire s'il est stressé, par exemple. Non, non, le corps, oui, avec le stress, il se concentre ailleurs. Et souvent, les mamans stressées, elles le disent, hein. J'étais stressée, j'ai même pas pensé à mon bébé dans la journée. Ça, c'est déjà un signe pour vous dire si est-ce que vous arrivez à vous poser, en fait. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, moi, je me rends compte pendant ma grossesse, c'est que souvent, bah, je vais m'allonger le soir et d'un seul coup, mon bébé bouge et je suis en contact avec lui. Et d'un seul coup, je me rends compte, mais j'étais tellement tendue toute la journée que mon ventre était tendu et il n'a pas pu bouger, en fait, ce pauvre petit bébé. Il n'a pas pu prendre ses aises, il n'a pas pu me faire signe non plus et on n'a pas pu être en contact. Parce que moi, j'étais tellement dans ma tête, tellement dans mon mental, avec ma to-do list à rallonge et encore plus quand on a déjà des enfants avant. Enfin voilà, enfants, boulot, entrepreneuriat, c'est un peu le cocktail explosif. Et à chaque fois, enfin, c'est pas tous les jours, heureusement, mais il y a des jours où vraiment j'ai des grosses journées et ben je sens que mon ventre est hyper tendu et quand je m'allonge le soir et que je l'autorise à se détendre, et ben d'un seul coup, pam, 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 je suis là et je me dis, ce pauvre bébé, dis donc, je lui ai fait subir un stress de malade toute la journée. Mais bon, voilà, après, on a. On fait ce qu'on peut, hein, mais c'est intéressant ce que tu expliques aussi parce que justement, ce deuxième trimestre, on sait que entre 24 semaines, 22 et jusque 30 semaines à peu près, le bébé commence vraiment à implanter tout ce qui est sensoriel, quoi. Et donc, il va commencer à avoir tous ces capteurs de douleur aussi qui sont présents. Ça veut dire que si maman, elle dit quelque chose de douloureux et que, bah, il va commencer à le ressentir. Mais vraiment, il est dans ces sensations. Avant, on ne disait pas, c'est vers les années 1980 qu'on a commencé à mettre en avant la douleur du bébé. Parce qu'avant, on disait, bah, c'est bon, il n'est pas sorti, il a pas mal, tout va bien. Mais en fait, non, 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 peut, à partir de 24 semaines, commencer vraiment à avoir des douleurs. Et donc, si maman n'est pas bien, en fait, ce bébé, il le sent, il le vit aussi, en fait, dans son petit cœur, son petit corps, tu vois. Ah, non, mais c'est vrai que c'est important et alors, le but, c'est pas de mettre la pression sur les femmes enceintes parce qu'on fait tout comme on Non, peut. non, non. Et moi, la première, je me rends compte qu'il y a des jours où je suis pas au niveau, entre guillemets, parce que voilà, c'est ma vie et qu'il y a des défis quotidiens. Mais c'est vrai que c'est important que les mamans sachent quand même qu'elles sont, que par exemple, leur enfant, il est, selon le bain hormonal dans lequel on le met, selon le bain, alors soit au niveau même des goûts dans le liquide amniotique, soit même hormonalement, ou au niveau des neurotransmetteurs, s'il est imbibé de cortisol toute sa grossesse, eh bien c'est un enfant qui ensuite sera comme shooté au cortisol. Et du coup, aura besoin de lui-même, donc ce sera son mode de fonctionnement de base, et il aura besoin d'être stressé et il aura des difficultés à vraiment atteindre une relaxation profonde parce que ça sera son mode de fonctionnement. Exactement. C'est vraiment important. Et d'ailleurs, je fais le parallèle avec l'importance aussi de la maman par rapport à son hygiène de vie, etc. On sait que les mamans, les parents d'ailleurs, les deux, hein, quand on fait un bébé et qu'il y en a un, par exemple, qui est en surpoids ou qui est diabétique, et ben, il y a
on sait même par rapport au spermatozoïde du papa, on sait que l'enfant, dans sa vie à venir, il aura une plus grande incidence d'être en surpoids. Donc, voilà, qu'on le veuille ou non, on donne des cadeaux parfois empoisonnés à nos enfants, un pouvoir là-dessus. On peut changer les choses en s'octroyant, par exemple, ce que j'essaie de faire parce que je suis de nature hyperactive et un peu survoltée naturellement, c'est ma nature. Et peut-être que ma mère était comme ça pendant ma grossesse, j'en sais rien. Mais j'essaye parfois de m'octroyer un petit moment dans ma journée où je sais que je laisse redescendre la pression et je me dis, bon, allez, bébé, vas-y, tu t'accroches à ce moment-là et tu essayes d'être zen tout le temps. Mais voilà. Mais ce que tu dis, en plus, a été très prouvé il y a des études qui ont même montré que quand une maman se posait à heure fixe, par exemple, pour faire la sieste ou être dans le calme, en fait, le bébé, il refaisait ça quand il était né au même pas. Enfin, c'est fou parce que, enfin, c'est fou. En même temps, on sait que c'est logique. Quand on me repose, on va aller laisser la sérotonine s'installer, l'ocytocine, et forcément, le bébé, bah, lui, ce sera des moments qu'il connaîtra déjà. Donc, ce sera plus facile à instaurer quand il sera là, quoi. Ouais. Non, c'est hyper passionnant aussi, je trouve. Je vais prendre d'autres questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à en mettre. Et puis, on va juste parler deuxième trimestre. C'est aussi là où on a parlé avec Marie au début de live. En fait, on va avoir le sang qui va augmenter. Donc, on va se retrouver avec un plus gros volume sanguin. Il y aura de la dyspnée. Donc, on pourra justement parler de tout ce qui est activité, comment le yoga peut aider. Mais ce qui va aussi être intéressant, c'est l'anémie qui va commencer à s'installer. Donc là, le bébé, on a parlé de l'utérus qui va se gorger de sang, le placenta qui va prendre un peu plus de volume, le bébé qui grossit un peu plus. Et donc, il y a une consommation intense de fer qui va se faire. Et donc là, l'alimentation, comme tout à l'heure avec tout ce qui était glycémie, va être aussi un pilier très, très important. Et parfois même pas parfois, il faut supplémenter une femme enceinte. Donc ça, c'est important. Donc, on va remettre un peu le point avec Marine sur l'alimentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a des fers que moi, je proscris parce qu'ils sont pas du tout terribles si on vous supplémente pour le transit et même parce qu'ils sont un peu toxiques avec les déchets qu'ils font en posteriori. Donc, on va essayer de remettre ça là en place. Tu peux parler beaucoup d'alimentation si tu veux, Marine. Moi, je compléterai aussi parce que c'est quelque chose qui est hyper important, je trouve, pour la maman. Effectivement. Alors, c'est vrai que la grande question, c'est comment je mange pour avoir suffisamment de fer. Et moi, j'ai beaucoup de mamans, par exemple, végétariennes. Alors, parce que souvent, on leur dit, bah, vous mangez beaucoup de viande rouge. Alors, oui et non. Parce que, effectivement, la viande rouge va contenir du fer héminique. Qui a une forme qui est plutôt bien assimilée par l'organisme à hauteur de 25% à peu près. Voilà, donc c'est intéressant effectivement. Alors moi, ce que je recommande souvent aux mamans, c'est de se fier à leur ressenti. Si elles ont envie de manger de la viande de temps en temps, bah, qu'elles y aillent. Par contre, l'excédent de viande n'est pas bon pour la santé en règle générale. On a quand même la digestion de viande crée beaucoup de déchets dans l'organisme avec une inflammation. Donc déjà qu'on est en train de lutter contre les inflammations dans le corps, c'est un peu dommage d'augmenter tout ça. Ça peut fatiguer aussi beaucoup les reins. Pendant la grossesse, on est déjà en train de filtrer notre sang et puis tous les déchets du bébé en plus. Donc si on a déjà des reins qui carburent bien, donc c'est pas la peine de leur en rajouter sur la patate. Donc moi, je suis vigilante par rapport à ça. S'il y a vraiment une envie, moi par exemple, ça m'est arrivé, pourtant je suis pas végétarienne, mais on va dire que je suis flexitarienne et je mange très rarement de la viande. J'ai eu pendant mes deux, pas encore pour celle-là, mais pour mes 2 premières grossesses, j'ai eu 1 ou 2 moments comme ça où je voulais de la viande rouge d'un seul coup. Donc là, je me suis écoutée. Je l'ai fait. Après, par rapport au fer qui est présent dans les végétaux, donc le fer non héminique, en général, il est beaucoup moins bien assimilé, mais il y a des petites astuces pour mieux l'assimiler. Déjà, on peut par exemple, en prenant du fer non héminique avec de la vitamine C, par exemple de l'acérola, spiruline, acérola, ensemble, et bien j'augmente la biodisponibilité à la même hauteur qu'une viande rouge. J'arrive à 25%. Donc ça, par exemple, ça c'est une bonne idée. On va éviter, par exemple, de boire du thé, notamment du thé vert, pendant le repas, parce que ça capte le fer. On va éviter aussi, quand on est végétarien, il faut faire très attention à ça, parce qu'on a tendance à manger beaucoup de céréales et de légumineuses, qui sont très bonnes à la santé. Sauf que si on ne pense pas à les faire pré-tremper
ou pré-germinés ou des choses comme ça, et bien dans leur enveloppe, il y a ce qu'on appelle des antinutriments, des phytates, qui captent aussi les minéraux, dont le fer. Donc, Ouais, voilà, oui. c'est important de faire un petit point là-dessus. Mais par exemple, sur des céréales et des légumineuses que j'ai fait tremper avant cuisson, il n'y aura plus de Ouais, ils phytates. sont pas. Je peux mettre un peu de persil et de citron. Et là, du coup, j'ai le fer présent. J'augmente sa biodisponibilité grâce à la vitamine C présente dans Dans le le citron ou le citron. persil. Et là, j'ai une bonne biodisponibilité. Si ce n'est toujours pas suffisant, eh bien, il faut se demander comment j'assimile. Est-ce que ma barrière intestinale, elle est intègre? Et voilà, est-ce qu'il n'y a pas des intestins poreux? Tout à fait. Bah oui. Exactement. Est-ce que mon microbiote aussi, il est au niveau? Donc ça, c'est pareil, ça peut se voir en naturopathie. Il y a plein de choses à faire pour recalibrer ça. Et au niveau de la supplémentation, il y a certains fers qui sont quand même assez digestes. Moi, ce que je recommande souvent, c'est par exemple le fer doux de Solgar Oui, ou oui. le Floradix de Salus qui est liquide. Parfois une petite combinaison des deux, parfois avec un peu de spiruline en plus et de la cérola. Ça dépend des femmes, vraiment. Ouais, ça Et dépend un mais peu. d'autres, Après, ouais. Je sais que moi, souvent, après, je leur dis de chercher dans la pharmacie où elles sont du fer au moins biglycinate parce que l'absorption, elle est plus intéressante. ouais. Mais c'est, voilà, Solgar, ça revient souvent et c'est assez facile à trouver, même dans les magasins de bio, hein. C'est sûr que Ouais. faut vraiment, c'est mieux souvent d'aller voir son pharmacien parce qu'au moins, il sait que vous êtes enceinte, surtout s'ils sont orientés. Les pharmacies commencent de plus en plus à s'orienter vers ça. Et Marie me disait de soutenir le foie. Moi, je n'hésite pas à donner, tu vois, un petit peu de desmodium aux femmes, à aller travailler sur l'immunité avec un peu de tisane de thym. Mais carrément, le fer, c'est la base. Et il faut pas avoir peur d'être supplémenté plus de 6 mois parce qu'en fait, on pense souvent que ça va durer que 1 mois. Mais bébé va pomper le fer et vous allez, même quand vous accouchez, que vous allaitez, le taux de fer est souvent très très bas et c'est l'une des premières causes de fatigue, hein, de la femme parce que vous allez beaucoup saigner, même si on ne vous dit pas que vous avez fait une hémorragie d'accouchement. Mais rien que de perdre le sang de naissance quelques temps après, même si le corps s'est préparé pour, ou c'est compliqué et on est très vite fatigué. La perte de cheveux aussi, ça joue quand on a un manque de fer dans le sang. Ça joue sur plein de choses, le transit, enfin c'est Ouais. le sommeil, c'est un truc, c'est important. Mais en tout cas, si on vous prescrit un fer et que vous avez mal au ventre ou que vous avez de la diarrhée ou de la constipation, vous l'arrêtez absolument. C'est qu'il n'est pas bon pour vous du tout. Donc ça, alors moi, parfois, je me dis, mais c'est pas possible qu'on redonne encore. Je vois exactement les types de fer qui font mal au ventre. Mais les femmes enceintes qui viennent là, mais moi je prends ça. Ah mon Dieu, on va arrêter tout de suite. J'ai fait mon mémoire sur ça, sur l'anémie justement gravidique, et j'ai ressorti ces fers, donc le fameux fer dont tu parles, qui est remboursé par la Sécu. Parce que ça, le problème, c'est que les mamans, tu leur dis, il faut prendre tel fer, ils disent, mais c'est pas remboursé, ça coûte tant. Et là, moi, je dis, mais non, enfin, l'autre, il est en train de favoriser, forcément, il y a un microbiote pourri, qui dit microbiote pourri, il dit, bah, une flore aussi pourrie, et donc une fatigabilité, un défaut d'absorption alimentaire. Et pour moi, au deuxième trimestre, je pense que c'est vraiment jouer sur, comme on disait, le parasympathique et le sympathique, et aller travailler sur sa flore digestive, parce que ça va jouer dans tout. On verra là, quand on fera le troisième trimestre, ben, quand bébé passe dans la filière vaginale, si la flore est pas préparée, bah, c'est pas en deux jours qu'on va préparer cette flore. Ça commence justement là, quoi. Ouais, exactement. Alors, il y a plein de questions. Je pense que toi, tu les vois peut-être pas. Je suis enceinte de 4 mois, colopathe, et j'ai des douleurs pelviennes qui m'angoissent. Alors, c'est bien, mais on va répondre parce que du coup, c'est aussi quelque chose qui me parle ça. Et puis, Marine, tu veux me dire quelque chose, Marine, ou tu me dis après? Vas-y, je te laisse et je complète. Ok. Ce qui va être intéressant quand vous avez des douleurs, je parlais des douleurs pelviennes qui sont là parce que le corps est en train de s'adapter. Faut savoir que la grossesse, c'est aussi un processus inflammatoire. Ça veut dire que vous avez quand même en vous l'ADN d'une personne que vous ne connaissez pas. À partir de là, le corps crée une sorte d'inflammation. Si on est déjà une femme qui avait déjà beaucoup de stress, des intestins un peu bizarres, tu vois, tu disais que tu étais un peu colopathe déjà, donc c'est des intestins qui sont un peu irritables, tout ça. Ben vous, la relaxine, toute cette hormone de la grossesse qui va aller écarter les ligaments, vous, ça va vous faire plus mal que la normale. Donc ça veut dire que là, on a vraiment besoin d'aller travailler on revient encore sur le transit, hein, c'est vraiment la base, elle va vous en parler la Marine, mais là-dessus,
aller vraiment travailler sur son système parasympathique à fond. Donc là, c'est la cohérence cardiaque. Dans le yoga, ça s'appelle Samavriti, ça veut dire c'est des respirations qu'on garde alternées comme ça. Il y a plein de respirations dans le yoga qu'on peut aller faire. Il y a celle qu'on va utiliser justement avec les narines. La narine qui est bouchée, Surya Bedana et Chandra Bedana, qui utilise souvent beaucoup en fonction des femmes, parce qu'on peut lire sur Internet que si on veut dormir, il faut plutôt respirer avec la narine gauche, ainsi de suite. Mais en fait, c'est absolument pas ça. C'est vous voyez la narine qui est la plus bouchée. Si c'est la droite, vous respirez avec elle avant de vous endormir, par exemple. Et après, tous les exercices d'étirement. Souvent, les personnes, quand on va aller voir l'ostéo, il va rester focus sur le bassin. Mais il faut savoir que si toute la journée vous écrivez comme ça, ben, en fait, les compensations réflexes vont s'installer autrement. Et donc, c'est tout le corps, on parlait de l'activité physique, qui va être retonifié pour que vous puissiez retrouver quelque chose au niveau du bassin d'assez intéressant. Et la dernière chose, ben, il y a plein de trucs à dire là-dessus, mais ce qui est important, c'est que votre corps vous donne cette douleur parce que c'est peut-être elle, c'est aussi elle qui va vous aider à accoucher. Travailler sur la fréquence de la douleur. Comment elle est ma douleur? Est-ce que c'est des crampes? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça me brûle? Quelle est la durée de cette douleur? Elle est localisée où? Et en fait, une fois qu'on a ces critères, on peut du coup se dire, bon, quand je fais ça, ben, j'ai plus mal. Quand je suis comme ça, j'ai plus mal. C'est dharana, c'est l'observation. Et comme ça, quand vous allez accoucher, souvent, quelques temps avant l'accouchement, ces douleurs vont s'accentuer et vont vous donner les postures que vous pouvez faire pour aider justement bébé à descendre dans la filière pelvienne. Et bien sûr, tout ce qui va être massage, ostéo, faut arriver à les faire. L'acupuncture, ça va aider. Mais ça va aider parce que vous allez préparer le terrain. Vous allez voir votre ostéopathe ou votre sage-femme qui fait l'acupuncture parce que vous êtes étiré et que du coup, ça va être plus disponible pour elle pour pouvoir travailler sur ces méridiens-là. Bon, il y a plein de choses à dire. Je vais laisser Marine parler parce que sinon, je vais m'étaler parce que c'est un sujet qui... Je te laisse, Marine. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que sur la colopathie, de toute façon, alors oui, effectivement, quand le bébé aussi prend de la place et appuie sur les organes qui sont déjà stressés et hypersensibles aussi, Ouais. eh bien, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Le moindre petit mouvement du bébé, bah, ça donne un coup dans un soit intestin, soit côlon, qui sont déjà sous tension. Donc, c'est important, par exemple, de faire, on peut faire de l'ostéopathie intrapelvienne, une séance Oui. qui va permettre de dénouer un petit peu au niveau des enveloppes de tissu conjonctif. Ça va être intéressant. Effectivement, d'axer sur le parasympathique. On peut aussi beaucoup parler à son ventre. Ça aide. Ouais. La charge va permettre aussi de limiter. Alors, on va pas mettre une bouillotte sur le ventre même parce que bébé est là, mais on va pouvoir mettre une bouillotte sur le côté, par exemple, et laisser la chaleur se diffuser. On va pouvoir revoir complètement la flore intestinale. On va pouvoir revoir la barrière intestinale. On va augmenter la prise d'oméga 3. Alors, la seule petite chose, on fait attention avec les oméga 3 type EPA, DHA. On évite de les prendre à la toute fin de la grossesse. Comme ils sont un petit peu fluidifiants sanguins, on évite voilà, on évite juste pour éviter une hémorragie de la délivrance du placenta. Mais sinon, tout le long de la grossesse, les oméga 3 EPA, DHA sont fondamentaux pour le développement cérébral de bébé, pour le futur bien-être nerveux de maman, qui est en train de donner tous ces oméga 3 à bébé. Donc, elle, c'est carencé derrière, c'est compliqué. Et puis, on sait que les oméga 3 ont un effet anti-inflammatoire systémique sur tout l'organisme. Et donc, les personnes colopathes vont avoir vraiment une belle réponse à la prise d'oméga 3. Et puis, un complément aussi que je recommande souvent, c'est le magnésium. Parce que tout ce qui est contractibilité, contraction comme ça, spasmophilie et spasme même au niveau soit de l'utérus, soit des intestins, ça va être grandement amélioré par le magnésium, par la prise de magnésium, parce qu'on est assez carencé. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Et puis après, il y a des visualisations, on peut parler à son ventre. Si ça vous intéresse d'ailleurs à ce sujet, je viens de sortir un livre qui s'appelle Bien dans mon ventre. Il est sorti, ça y est. Il est sorti 2 jours avant la fermeture des librairies, hein, faut le faire. Oups. Ah ouais. Mais voilà, et il est sorti et il parle de tout ça, du ventre en règle générale, mais aussi du ventre féminin. Donc si ça vous intéresse, je suis allée dans tous les méandres du ventre pour expliquer plein de choses. Je ne savais pas s'il était sorti. Bah oui, on va partager, je le mettrai quand je vais partager. Trop bien, bravo. Un bébé avant le bébé.
Ouais, c'est trop canon. Alors, ça va peut-être se couper parce que ça se coupe souvent tout seul. Je vais prendre une dernière question et puis si ça se coupe comme il est 19h, tac, tac, tac. Alors, ça j'ai vu. Oui, le live sera disponible du coup. Voilà. Comment booster son système immunitaire avec les huiles et les plantes au deuxième trimestre? Comme ça, je te laisse la minute si ça se coupe Ouais. comme ça, on aura. Alors, par exemple, pendant la grossesse, on peut très bien. Alors, on va pas prendre des plantes qui sont vraiment boostantes. On va éviter d'aller dans ce truc-là hyper boostant. Par contre, on peut avoir certaines plantes qui font du bien. Par exemple, une tisane de thym régulièrement, qu'on laisse bien infuser, sans en prendre 3 fois par jour, par exemple. De l'extrait de pépins pamplemousse aussi, pour assainir un peu le système digestif. Pour augmenter l'immunité, on renforce le microbiote, donc des probiotiques ou des probiotiques par voie alimentaire, des aliments fermentés par exemple. Je ne parle pas de tout ce qui est fermenté et alcoolisé, hein. Je parle des Oui, aliments fermentés. Voilà, on va pouvoir faire ça. On va aussi beaucoup gérer le stress, encore une fois, puisque moi je suis stressée meilleur et mon système immunitaire. Je vais penser à me reposer, donc de la nuit et en journée, avoir des moments de pause et de repos. Je vais stimuler la respiration aussi. Je peux très bien respirer ou diffuser des huiles essentielles pendant ma grossesse. Alors, pas toutes, mais par exemple, citri, eucalyptus radié pour les voies ORL et ouais, ravinsara ça pour fait, les côtés c'est virales. bien, Il n'y a aucun souci. Ces 3 huiles essentielles-là, pas de souci. Mais moi, souvent, je les respire au-dessus du flacon et ça permet de stimuler le système immunitaire et de limiter. Voilà, De toute façon, pendant la grossesse, le système immunitaire, il est bien boosté aussi hein, parce qu'on protège de pas mal de choses. Il est à la fois rétrogradé pour accepter bébé et il est à la fois boosté sur certains axes extérieurs pour éviter de tomber malade. Voilà. Ouais. Il faut faire confiance aussi à son corps, mais il y a certaines plantes, voilà, je vous dis thym, huile essentielle, ravinsara, eucalyptus radié, titri. On va pouvoir sans aucun souci les respirer. Et même dans certaines dilutions, il y a des marques, par exemple, il y a Pranarome qui fait une gamme maman avec un mélange d'huile végétale et d'huile essentielle qui sont OK pendant la grossesse et l'allaitement. Ouais, c'est vrai, ils ont ça, tout à fait. Voilà, donc il y a pas mal de choses à faire. Et prendre soin de son ventre et prendre soin de son énergie. Et en général, ça marche. Oh là là, trop bien. C'est trop bien. Donc, je pense que c'était vraiment les axes importants et le reste, tout ce qui va être sérologie, enfin voilà, votre sage-femme va pister ça. Le retard de croissance, pareil, c'est aussi lié au repos, au stress. Donc, si on vous dit voilà, c'est un bébé de petit poids, va tout de suite aller tabler sur tout ce dont on vient de parler parce que ça va jouer le microbiote sur la prise de poids de votre bébé, le stress va jouer dessus. Donc, c'est vraiment des phases. La menace d'accouchement prématuré, si le col ne s'est pas modifié, qu'on vous dit de rentrer chez vous, bah, c'est le repos, parce que ça, c'est vraiment un truc qui marche. Mettez des repos cycliques, comme ça, votre bébé aussi va trouver le rythme. N'oubliez pas, deuxième trimestre, si vous n'avez pas de frottis, de redemander. C'est facile, souvent ils vous voient, ils sont disponibles, et de pas vous retrouver dans la surcharge du bébé à gérer, sauf si c'est un deuxième, un troisième, et puis après on oublie son frottis parce qu'on est tellement débordé. Donc petit pense-bête, frottis, on est dans une zone de stress maintenant, donc ça peut vraiment favoriser des choses pas sympathiques. Donc n'hésitez pas, voilà, moi c'était vraiment un des trucs que je me suis dit, il faut que je le dise, j'en parle. Mais en général, tout le reste, on n'oublie pas. Mais des fois, voilà, le frottis, on peut oublier. Je vois si j'ai mis des trucs, non, c'était vraiment, le reste, c'est souvent assez pisté. Si vous êtes de groupe Rhésus négatif, votre mari positif, ça, il y aura quelqu'un, va vous accompagner pour la luminisation. Et puis tout ce qui va être au deuxième trimestre, on va commencer à s'intéresser à la voie d'accouchement aussi. Donc ça, vous allez aussi voir ça, on verra ça avec Marine pour le dernier round, parce qu'on va parler du siège, on va parler de l'accouchement en voix basse, chez moi, pas chez moi, comment? Donc voilà, le troisième round avec Marine, ce sera pour ça. Son livre est sorti, donc j'ai hâte que tu partages tout ça, même la couverture, comme ça je pourrais partager aussi en story. Avec plaisir. Voilà, je sais pas si tu peux dire un petit mot pour la fin. Et puis, Moi, le dernier petit truc que je recommande souvent aux mamans pendant le deuxième trimestre, qu'on a un tout petit peu plus d'énergie, c'est de commencer à préparer le postpartum. Donc, les petites réserves d'aliments qui vont nous faire du bien, les petits plats qu'on va pouvoir congeler, commencer à parler avec son conjoint, comment on va se relayer, comment on va s'organiser
Voilà, ça je pense. Et avoir le relais aussi, bon en ce moment c'est un peu compliqué, mais de proches Ouais, qui peuvent donner un petit coup de main pour venir relayer pendant que je prends ma douche, pour garder bébé ou pendant que je fais une sieste. Voilà, tout ça c'est important d'en parler au moment où on a plus d'énergie. Parce qu'en général, à la fin, on n'arrive plus à faire quoi que ce soit. exactement. On est dans le matériel, le pratico-pratique et tout à fait. Les lectures, c'est là et tout à fait. Vous lisez et c'est bien. Je trouve qu'on a été complémentaires à du coup toutes les deux. J'ai pas activé les commentaires. En tout cas, merci à tous pour vos présences. J'ai Merci. activé les petits commentaires et comme toujours. Alors, le Desmodium, oui, tu peux. Il y a eu plein de questions, mais Ouais. merci. N'hésitez Merci pas à nous pour envoyer en message, on essaiera de répondre à celles auxquelles on peut répondre. Oui, avec grand plaisir. Donc Marie, on se voit pour le troisième round. Tu seras en plus tu seras vraiment dedans parce que tu Ouais. es toujours Là, je suis au début du troisième round. Donc, super. j'y serai. Donc merci beaucoup Sabrina. Je vais juste je prends une photo comme ça. Bonne soirée. Oui, on va refaire ça. On refait le troisième. On va Bien s'écrire sûr. avec Marie. Et tu auras ton livre, hein, comme ça tu pourras nous Ouais, lire un passage. Ok? ok. De ton livre. Bisous Marine. Bye bye. À très Bonsoir à tout bientôt. le monde. À très bientôt. Ciao.